Il est 11h33 quand les frères Kouachi pénètrent dans la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, la France touchée de plein fouet par le terrorisme et la planète entière se mobilise. Le slogan « Je suis Charlie » fait la une. On se souvient de ces images impressionnantes des leaders du monde marchant bras dessus bras dessous dans les rues de Paris. Mais 10 ans plus tard, qu'est-ce qui a vraiment changé ? Les responsables politiques ont-ils tous pris la mesure de la menace terroriste islamiste, en particulier djihadiste ? On va se poser ces questions avec notre invité ce matin, Louis. Et Gilles Kepel est évidemment fondé pour répondre à cette question et voir ce qui a évolué en 10 ans. On n'aurait pas tendance peut-être à penser que les choses se sont améliorées. Je ne sais pas comment il va poser le débat, mais en tout cas, depuis Charlie Hebdo, on a eu d'autres affaires dont on a pu parler. D'ailleurs, l'affaire Samuel Paty, par exemple, sur les questions qui touchaient aussi à des caricatures, et à voir quelle est la réaction que l'on peut avoir par rapport à cette forme de violence qui s'exerce sur notre vivre ensemble. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Professeur des universités, spécialiste de l'islam et du monde arabe, vous avez notamment publié chez Plomb Le bouleversement du monde l'après 7 octobre. Merci d'avoir ce matin accepté notre invitation. 10 ans plus tard, Daesh s'est effondré, les équilibres au Moyen et au Proche-Orient ont été totalement bouleversés. Est-ce que ces nouveaux équilibres amoindrissent la menace terroriste qui pèse sur la France ? Pas forcément, non, parce que on voit bien que les tensions gigantesques qui se sont produites au Moyen-Orient après le 7 octobre, après ce que j'ai appelé la razzia pogromiste du Hamas, puis la réaction gigantesque d'Israël dans la bande de Gaza, avec la mort d'au moins 45 000 Palestiniens, la majorité des civils, la destruction des infrastructures. Aujourd'hui, les bouleversements gigantesques avec l'effondrement du Hezbollah, de la Syrie, du système baathiste en Irak, tout ça crée des lignes de faille qui déstabilisent profondément l'ordre, les fondements moraux de l'ordre mondial qui a été établi après la Seconde Guerre mondiale. On pourrait penser que l'Orient s'occupe de l'Orient, que le Moyen-Orient s'occupe du Moyen-Orient et se désintéresse de l'Occident. C'est pourquoi il pourrait y avoir moins de menaces sur notre pays. Et on pourrait le penser, oui, mais ça n'est pas tout à fait la réalité, puisque précisément, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient a une incidence gigantesque dans nos sociétés, du fait précisément que nos sociétés européennes, en tout cas françaises, sont aussi des sociétés plurales dans lesquelles il y a de nombreuses personnes qui se réclament d'une appartenance à la religion musulmane, d'autres qui se réclament d'une appartenance au judaïsme, solidarité avec Israël, et on l'a vu à travers notamment le déferlement des mouvements woke dans nos universités, à travers les manifestations de toutes sortes dans un camp ou dans l'autre, et avec la polarisation nouvelle aujourd'hui en France dans notre système politique, entre une extrême gauche, disons islamo-gauchiste, dont la France insoumise est le symbole d'un côté, et de l'autre côté, en face, la montée de l'extrême droite, comment nos sociétés elles-mêmes sont très, très pénétrées par ces nouveaux clivages, qui sont des clivages, disons, culturalo-ethniques, d'une certaine manière, davantage que des clivages sociaux représentés par l'affrontement gauche-droite du passé. Et tout ça, ça participe, si vous voulez, d'une même tendance dont déjà l'horreur de Charlie Hebdo, des attentats contre Charlie Hebdo, avait été le signe annonciateur. Qui défend Charlie Hebdo aujourd'hui ? Gilles Kepel. Ceux qui défendent Charlie Hebdo, principalement, ce sont ceux qui défendent la liberté d'expression. Je crois que ça, c'est un élément très important, puisque, surtout, j'en ai le souvenir très, très précis de cette journée du 7 janvier. Ça avait commencé avec la matinale de France Inter, où Michel Houellebecq, rappelons-le, publiait son livre ce jour-là. Et Charlie avait fait sa une sur Michel Houellebecq. Et donc, c'est soumission. Donc, si vous voulez, il faut oublier cette dimension qui est très importante. Houellebecq avait cette espèce de... Alors, il a fait depuis autre chose qui peut être plus discutable, mais c'était quelque chose qui avait un roman qui avait saisi l'époque, qui avait marqué beaucoup les choses. Et François Bayrou était Premier ministre, d'ailleurs, dans ce roman.
était Premier ministre. Je crois que Houellebecq dit que Ah oui, c'est ça, oui, absolument, oui. Il a participé, de Houellebecq prophétique. Exactement, oui. Je pensais que vous aviez... Oui, il était Premier ministre dans son... Oui, effectivement, donc il était prophète en son pays. Et donc, et ça m'a beaucoup frappé. Moi, j'étais allé ensuite à mon bureau, à Sciences Po à l'époque, et à ce moment-là, ma femme m'avait appelé en me disant, il y a eu l'attentat sur Charlie Hebdo. Et comme j'avais travaillé sur cette idéologie, je me suis dit ensuite, ils vont essayer de tuer des policiers. Et c'est ce qui avait été fait, puisque ils avaient rencontré le malheureux Ahmed Brabet, policier originaire justement de la Seine-Saint-Denis, de Clichy-sous-Bois, des alentours de Clichy-sous-Bois, qu'ils avaient abattu comme un apostat. Non, je posais la question aussi à Gilles Kepel sur l'esprit de Charlie Hebdo, ce qu'il en restait aujourd'hui, parce qu'il semble que la gauche soit divisée quand même contre elle-même par rapport à ce sujet-là. Si on écoute Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, qui nous dit, donc chantre de la lutte contre le communautarisme, il nous dit « Une partie de la gauche extrême considère cyniquement les musulmans comme une clientèle électorale à conquérir ». C'est ce qu'il dit. Donc Jean-Luc Mélenchon a évolué sur ce terrain de la défense, on va dire de la laïcité, qu'il pouvait défendre de manière très ferme peut-être il y a 10 ans, et peut-être beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'il y a un enjeu électoral pour lui qui l'amène à la mettre en veilleuse en quelque sorte. Vous partagez ce point de vue ? Oui, tout à fait, oui, puisque au fond, Mélenchon et les gens qui pensent comme lui, dans sa mouvance, ou qui agissent comme lui, essayent de fusionner deux clientèles, donc d'un côté une extrême gauche dans la jeunesse radicale universitaire, qui aujourd'hui... qui lit beaucoup moins, qui est très poreuse aux réseaux sociaux, aux émotions multiples, etc., comme on l'a vu dans les universités, notamment à Sciences Po, mais pas seulement. Et puis aussi une population jeune, issue des banlieues populaires, de culture musulmane, qui est mobilisée autour d'enjeux culturels plus que d'enjeux sociaux, puisqu'on a vu traditionnellement la clientèle de la gauche ou de l'extrême gauche française, les ouvriers qui votaient communistes, si vous voulez, pour simplifier, basculer de plus en plus vers le Front puis le Rassemblement national, suivi ensuite des classes moyennes. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, cette espèce de tendance globale s'inscrit précisément dans un mouvement dont Charlie Hebdo, enfin les drames qui se sont produits à cette époque, et puis le Bataclan à la fin de la même année, ont été d'une certaine façon les signes avant-coureurs ici. Ce qui n'empêche pas qu'on peut tout à fait rester dubitatif sur, disons, non pas sur la liberté du blasphème, mais sur son contenu. Moi-même, j'avais eu quelques soucis, puisque quand j'avais vu une de Charlie réalisée par Coco, je crois, la dessinatrice représentant un être nu en prière avec une étoile dans le fondement, avec la légende, une étoile et Mahomet, une étoile aînée, j'avais trouvé que c'était pas tellement un blasphème, mais que c'était surtout quelque chose qui représentait un croyant musulman à l'occasion dans une situation humiliante. Et moi personnellement, ça ne me plaisait pas du tout, ce qui m'a valu quelques soucis avec eux. Mais c'est pas pour ça que, évidemment, on se désolidarise de ceux qui ont le droit de dire ça, même si ça ne nous plaît pas. Et ça, c'est un élément très important, je crois. Et c'est une posture qui est, en fait, une attitude qui est assez difficile à tenir, parce que essayer d'expliquer les phénomènes sociaux, les analyser, etc. Aujourd'hui, on vous enferme immédiatement dans un camp ou dans un autre. Et c'est ça que j'ai vu maintenant. Je suis assez âgé pour avoir vu tout ça. J'ai vu une évolution très préoccupante. En 10 ans, là, depuis les attentats. Oui, de la société, où on est finalement... il y a assez peu de place qui reste pour l'analyse. Et on est dans la norme. Il faut être pour ou il faut être contre. On est sommé de s'aligner. Ou on est automatiquement aligné par défaut. Mais est-ce que vous diriez, Gilles Kepel, que la sociologie électorale de LFI les incite à ne pas être Charlie ? Ah bah oui, sinon c'est un suicide électoral, si j'ose dire. Et alors que la culture Charlie vient plutôt de l'extrême gauche. Oui, tout à fait. Et l'extrême gauche est extrêmement clivée aujourd'hui de ce point de vue-là. Et la partie, disons, laïque de l'extrême gauche ne peut plus tellement s'exprimer dans les rangs de l'extrême gauche. Une partie d'entre elles, d'ailleurs, a rejoint l'autre bord pour cette raison-là. Donc le paradoxe, c'est que c'est la gauche républicaine qui est plus centriste, qui se retrouve à l'image de Bernard Cazeneuve, oui, qui se retrouve être à la défense d'une institution
d'une certaine façon, comme Charlie Hebdo. Oui, tout à fait. Et effectivement, et ça prend un peu en porte-à-faux l'esprit Charlie. Moi, avant Charlie, il y avait, quand j'étais jeune lycéen, on vendait Harakiri Hebdo, et qui était à la criée, je me souviens. Et c'était quelque chose qui allait même beaucoup plus loin dans la détestation de tous les symboles de l'Église, de l'État, de l'armée, etc. Or, aujourd'hui, paradoxalement, c'est cet État et cette armée et cette police qui viennent au secours des blasphémateurs. Ça a acquis un caractère central tout à fait étonnant que les fondateurs de ce genre de presse auraient totalement récusé. Oui, bien sûr, et c'est ce que je vous dis, c'est pas pour rien que j'ai appelé ce livre, que vous avez gentiment mentionné tout à l'heure, Le bouleversement du monde, puisque c'est un peu une sorte de renversement de toutes les valeurs au sens nietzschéen, si vous voulez, dont nous sommes le produit. Et là, aujourd'hui, je vois bien les célébrations dans les médias, à part le vôtre, on se focalise sur la dimension événementielle et horrible. C'est évidemment très important, mais précisément, essayer de mettre ça dans une perspective plus grande, plus à long terme, je crois que c'est ça le travail de l'université et de la recherche. Ce qu'elle ne fait pas toujours, puisqu'aujourd'hui, à partir du moment où on se distancie par rapport aux engagements politiques, on est suspect. Gilles Kepel, vous avez souvent parlé de djihadisme d'atmosphère. Y a-t-il encore aujourd'hui un djihadisme d'atmosphère en France ? Oui, je pense que c'est quelque chose qui est très important quand on voit ce qui détermine le passage à l'acte d'individus qui ne sont plus simplement des récepteurs d'ordres donnés par une hiérarchie, vous voyez. Quand précisément celui qu'on juge en ce moment, le Pakistanais Zahir Mahmoud, qui est allé s'armer d'une feuille de boucher pour blesser 2 personnes qui n'avaient rien à voir là-dedans, mais qui étaient devant l'ancien siège de Charlie Hebdo. Il a cherché ça sur Internet, il parlait pas très bien français. Ce gars qui est emprisonné, donc, n'appartient même pas à une organisation extrémiste. Il appartient à un groupe qui s'appelle les Barelvi, un groupe pakistanais qui est plutôt, disons, soufi, mais qui a une dévotion extrême au prophète. Et l'un de des imams qu'il suivait expliquait ex abrupto que ceux qui blasphémaient le prophète devaient être condamnés à mort. C'est le cas. Et en regardant son téléphone portable, simplement, il a mis ça en œuvre lui-même, si vous voulez. Donc, il n'a pas été télécommandé par quelqu'un qui lui a dit ça. D'où le gars qui a acheté une feuille de boucher, qui s'est trompé d'adresse, qui savait pas où il allait. Et ça fait partie de ce que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère, qui, à mon sens, reste présent. Alors, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché en disant... Pourquoi ? Parce qu'on m'accusait d'incriminer indistinctement tout musulman. C'est pas du tout ça. De dire ça. Le djihadisme d'atmosphère, c'est montrer que, à partir précisément de l'atmosphère qui est créée par le monde virtuel, des individus vont avoir un passage à l'acte qui est incontrôlé. Et indétectable en plus. Oui, et très difficile à détecter, puisque bien sûr, il y a les algorithmes qui peuvent identifier ce que vous regardez tous les matins. Et d'ailleurs, ce week-end, on a vu des influenceurs algériens être accusés par le ministre de l'Intérieur notamment. Est-ce que ça reflète, ça révèle justement ce djihadisme d'intérieur d'atmosphère? Oui, en partie. Alors là, c'est une autre dimension, puisque ça a à faire avec le clivage très très fort qui s'instaure désormais entre les États algériens et français depuis le voyage du président de la République au Maroc et finalement depuis le choix de l'option marocaine dans l'éventail maghrébin, ce qui s'est traduit d'abord en mesure de rétorsion par la prise en otage, il n'y a pas d'autre terme, de Boualem Sansal, qui est aujourd'hui prisonnier d'opinion en Algérie et que le régime d'Alger utilise pour peser sur la France, et également par ces influenceurs dont je n'est pas sûr. Alors eux, je ne sais pas si c'est de l'atmosphère, je ne suis pas sûr qu'ils soient entièrement libres de leur mouvement. Mais enfin, je n'ai pas fait d'enquête. On les présume un peu téléguidés. Oh, il y a une présomption, en tout cas, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, exister symboliquement dans cet univers-là? C'est-à-dire aujourd'hui, l'effet de levier des réseaux sociaux est tel qu'une personne accède tout de suite à la possibilité de donner des messages extrêmement violents à tout le monde, et il n'y a aucun moyen de parer à cela.
Gilles Kepel, aujourd'hui. Oui, c'est très difficile, effectivement, et en particulier dans la jeunesse, parce que, disons, le magistère, qui était celui, dans votre cas, de l'Église, mais de l'université, qui en est une sorte de prolongement et autres, disons, le magistère catholique, que, partant de quelqu'un qui avait, qui réfléchissait sur un récit, qui le transposait, etc., est aujourd'hui brouillé par le fait que chacun est émetteur. Et tout est sur un pied d'égalité. On le voit du reste dans la lecture de livres. Vous savez, aujourd'hui, les gens de moins de 50 ans qui lisent des livres en France peuvent se compter sur les doigts des deux mains, quasiment. C'est un problème pour toutes les institutions, pour l'université, comme pour l'Église catholique, par exemple. Bien sûr, mais même pour l'islam en tant que tel, qui n'est pas représenté par une institution. Oui, qui est très fragmenté et qui est, d'une certaine façon... On pourrait dire que les églises protestantes sont plus en phase avec ce phénomène parce que elles sont très disséminées. Et à partir du moment où vous avez une communauté qui dit que vous êtes le pasteur, vous êtes incontestable du point de vue de cette communauté. Et dans l'islam, d'une certaine manière, il en va de même. Dans l'islam sunnite, il n'y a pas de pape. Il y a des autorités comme le cheikh de l'Azhar, mais tout le monde ne les respecte pas. Un mot rapide pour terminer sur la Syrie. Al-Joulani, nouveau leader à Damas, y a-t-il un risque de résurgence d'un État islamique en Syrie ? Alors, d'un État islamique au sens de Daesh, comme tel, actuellement, non, si vous voulez. Même s'il y a des gens de Daesh qui sont toujours présents parmi les tribus arabes du nord-est syrien, une zone qui est pour l'instant contrôlée par les groupes armés kurdes, soutenus par les Occidentaux, notamment parce qu'ils servent de geôliers aux prisonniers de Daesh, en particulier certains Français qui sont là-bas. Leur force de projection reste faible, mais l'évolution du nouveau régime syrien, évidemment, est aujourd'hui un grand point d'interrogation. Merci beaucoup, Gilles Kepel. Je rappelle votre livre, Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre, c'est chez Plomb. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci de votre invitation.